Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Quel seigneur. Le français avec sa moustache et sa baguette, quoi. Ah oui, c'est vrai, ça fait peut-être un peu trop cliché. Non mais t'as pas de marinière, ça passe. Il est beau, il a une bien belle moustache et un style très très soigné. Je vous présente Thibaut Guimin. Thibaut, comment tu vas? Ben, ça va bien, et toi? Écoute, ça va à merveille. T'as une très belle baguette qui est, selon moi, très adaptée. Oui, Voilà. j'ai fait ce que j'ai pu là. On a eu une banane, c'est la première baguette, donc je te remercie d'avoir un peu innové. En général, je commence par demander aux gens ce qu'ils sont, comment ils se présentent un peu pour comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils font dans la vie. Aujourd'hui, ça sera un peu différent. Je vais te demander ce que tu traverses aujourd'hui, depuis 1 an, depuis 2 ans, dans cette nouvelle étape de ta vie. Ah oui, j'avais pas prévu ça. On tente des trucs, hein, c'est tout nouveau. Ça fait 2 ans, je pense que c'est pas mal. Depuis 2 ans, c'est là où je me construis enfin. Je fais enfin ce qui me plaît. Avant, j'ai suivi le moule classique, école de commerce. J'ai suivi un peu l'exemple de mon frère aussi. Euh, Quelque chose de classique, community manager, digital, etc. Et là, ça fait à peu près 1 an où je fais enfin ce qui me plaît. En tout cas, j'essaye de construire ce qui me plaît, notamment dans le visuel, donc dans le beau. Donc j'ai commencé en boîte de prod et là maintenant du coup à mon compte. Euh, et, euh, et puis même d'un point de vue mental hors pro, c'est là aussi je fais beaucoup plus attention à moi. Je fais attention à mon entourage, je fais attention à bien me sentir dans ma peau. Voilà. Très bien, je te remercie. Bon, la question n'était pas facile, mais t'y allais quand même. Compliqué. Alors Thibaut, on s'est rencontrés, toi et moi, il y a un peu plus d'1 an, je crois. C'était un événement Midnight Runners dans le bois de Vincennes. Et je me souviens à ce moment-là, donc on se connaissait pas du tout, on courait tous les deux côte à côte sur, je sais pas, 500 mètres peut-être. Et on se présentait. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Blablabla. Et à ce moment-là, moi, je t'expliquais que j'avais commencé un nouveau CDI récemment. Je crois que je te disais déjà que ça se passait moins, que j'aimais pas trop et que j'avais comme ambition à terme de bosser plus en trucs créatifs. Mhm. Et toi, tu me disais, Thibaut, bah écoute, c'est trop cool, bientôt, alors je vais quitter mon poste de consultant marketing digital ou chef de projet digital dans la boîte, et je vais commencer un nouveau poste de directeur de développement dans un studio, donc CEO de création de contenu pour des marques, marketing, etc. Un truc super ambitieux, donc on parle de directeur de développement, donc dans le top 5, 3 postes peut-être de la boîte, avec des équipes, des budgets, et t'avais l'air super enthousiaste. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce poste-là, c'était pas du tout prévu. De base, je devais normalement partir à l'étranger pendant 1 an, etc. Et à un moment, je vois une story sur Insta d'une meuf que je suivais qui disait, bah voilà, dans la boîte dans laquelle je bosse, on cherche un CEO et un chef de projet audiovisuel. Et donc je me suis dit, bon bah je vais postuler aux deux, de toute façon ça coûte rien. Et je postule et on me dit, ok, hyper intéressant, ton profil pour un poste de directeur. Je dis, ok, même moi je suis étonné, mais bon, pourquoi pas, on peut tenter. Et je passe toutes les étapes, etc., les tests psychologiques, les entretiens physiques à distance, les tests aussi des cas pratiques, des choses comme ça. Ça dure combien de temps en tout? En tout, je pense que ça a duré au moins 3 mois, je Ah crois. waouh, C'était ok, hyper long. intense. Euh, et au bout des 3 mois, on me dit, bah ok, bienvenue chez nous. Je me dis, bon, très bien. Et même moi, j'étais un peu stressé, mais je me suis dit, pourquoi pas, parce que de base, je suis dans le digital, j'ai toujours fait du digital, et je commençais à avoir fait le tour, et mon meilleur pote, qui est acteur, m'a dit, ce serait bien que tu sois en boîte de prod aussi, parce que de par ta personnalité créative, etc., ça pourrait être cool, tu pourras apporter un truc. Donc, donc j'ai mis de côté mon voyage, je me suis lancé dedans, et, euh, et trop bien au début, enfin trop bien même tout le temps. Les projets trop cool, on me faisait confiance assez rapidement. Et puis découverte du milieu de la boîte de prod, des équipes, du matériel partout. Moi qui suis un peu geek, voir des caméras, des trépieds, des lumières que tu peux régler, mettre des couleurs de ouf et tout. Enfin, c'est trop facile. Waouh! Et surtout que j'arrive et une semaine après, on me dit bon bah tu vas aller à Amsterdam.
pour aller voir un client et faire des interviews sur son salon, etc. Je me suis dit, putain, le job est incroyable. J'arrive, je voyage, on me fait confiance tout de suite. J'avais un alternant aussi avec moi. Enfin, c'était trop bien. Donc a priori, tout fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien. C'est ce que tu cherchais. Hein, Ouais. c'était un super tremplin parce que tu restes directeur du développement, enfin quand même un Ouais. gros truc. Mais bon, si on en est là aujourd'hui, c'est pour parler d'autre chose, donc c'est que ça n'a pas duré. Ouais, ça a pas duré parce que avec mon ancien boss, on s'entendait pas forcément professionnellement. Personnellement, on s'entendait très bien, tout matchait, on rigolait bien, etc. Mais professionnellement, on n'avait pas forcément la même vision. Et je pense que je suis arrivé aussi trop tôt dans la boîte. C'est quelqu'un qui a monté sa boîte, qui a commencé freelance, comme nous, en tant que vidéaste. Et petit à petit, ça a grossi, grossi, grossi. Il a monté une vraie agence. Et il n'était pas prêt à lâcher encore son bébé. Ok. Et donc, moi qui arrive et qui essaye un peu de déconstruire les choses, qui essaye de prendre du lead, et donc il est moins dans les petits papiers, il a moins d'informations, ça fait stresser aussi, est ce que je comprends. D'accord. Donc en fait, il cherchait pas peut-être un directeur de développement, mais plutôt quelqu'un qui allait juste se mettre dans le moule et suivre Un chef de projet. ses préceptes. Ok, c'est ça. Ouais. Ou Donc un responsable projet, un truc comme ça, qui permet aussi de cadrer. Il avait besoin de cadre, il a d'autres activités à côté. Mhm. Donc je pense que j'étais la bonne personne, mais pas au bon moment. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin. Donc t'en garderas pas une mauvaise Non, un mauvais souvenir en tout cas, de ce que non, je comprends. non, trop pas, parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a lancé là-dedans. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas si, enfin, c'est compliqué, Mhm. mais c'est pas si inatteignable. Je pense que j'en suis capable. Je veux pas monter la même structure, mais globalement, c'est dans la même ligne. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, on arrive à la fameuse question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que Thibaut, tu te revendiques sur LinkedIn, Instagram, sur Behance aussi, enfin sur un peu tout Mm. ce que j'ai pu trouver. Mm. Alors, à la fois comme directeur artistique, je crois, et directeur créatif, Mm. est-ce qu'il y a déjà une nuance à apporter entre ces deux termes? Ouais. Ok, Alors, moi, je suis pas directeur artistique. ok. Je suis directeur créatif, même si je tends parfois vers de l'artistique. La différence entre les deux, c'est que le directeur créatif, il va s'occuper de la stratégie sur une campagne et il va pouvoir faire les prémices d'une direction artistique. Donc dans la stratégie, ça va être quel est le message, pourquoi vous voulez vous adresser à votre public, quelle est la cible, quel est l'objet, etc., etc. Donc c'est vraiment une partie vraiment stratégique, structurelle. Mhm. Dû à toutes ces questions-là, on va pouvoir avoir quelques idées de direction artistique. Donc, par exemple, si c'est une moto, bah, on va pouvoir imaginer que c'est dans un désert, des trucs comme ça. Donc, on va pouvoir mettre 2, 3 trucs là-dedans. Chose que je fais. Et après, directeur artistique, pour moi, il faut quand même avoir des études là-dedans, ou il faut avoir quand même des notions dedans. Donc, Ok, je peux pas me revendiquer directeur artistique, en tout cas pas maintenant, peut-être avec l'expérience un jour. d'accord. Mais habituellement, je vais passer le projet, enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais dans l'idée, il faudrait passer le projet à un vrai directeur artistique qui, euh, qui lui, aura tous les codes, etc. D'accord, donc un directeur créatif sera plus en amont et aura plus Ouais, tendance à apporter un plan, une structure, une direction fixe. ouais. C'est une question que je voulais te poser aussi. En général, les créas, avec plein de guillemets, Mm. un terme très très vague, se considèrent plus comme des personnes assez instinctives qui bossent sur l'instinct, qui ont un œil, etc. De ce que j'ai cru lire et comprendre, toi, il y a plus une approche procédurale, organisée, carrée. Tu compares d'ailleurs, je crois, ton rôle à un rôle d'architecte sur Ouais, LinkedIn. ouais. Je pense que c'est pas anodin. Mm. C'est comme ça donc que tu vois ton métier? Euh, oui, avec une nuance, c'est que effectivement pour moi, dans mon job, il y a quand même une structure. Il y a un message qui est normalement clair. Mhm. Et il faut le garder en tête tout du long, parce que quand on est beaucoup sur un projet, on peut avoir une idée de message et puis tout le monde va intervenir et puis le message il va être un peu euh, dissous. Oui. Euh, et moi je le vois plus comme un aspect carré. J'aime bien effectivement quand je travaille et tout est carré, tout est dans chaque dossier, etc. Et j'aime bien avoir cette structure et d'architecte parce que il faut construire une vraie fondation sur ton projet de campagne
où on pose tout à plat, on a l'ensemble des idées, et après on va construire et habiller ensuite l'intérieur via le DA. Et architecte parce que également c'est celui qui orchestre la maison. L'architecte, c'est pas celui qui va construire, mais c'est celui qui il va être le chef d'orchestre de tout Mhm. ça. Et c'est ce que je fais aussi sur les projets, c'est qu'effectivement en amont il y a la stratégie, et pendant la prod, je suis aussi sur place pour m'assurer que le message est toujours clair et qu'on n'en sorte pas du cadre. Et en post-prod, sur le montage aussi, je suis aussi présent pour être sûr que bah, la vision du directeur artistique est toujours la même, qui est pas, je sais pas, une musique techno alors qu'on a dit un Oui. truc un peu plus calme, etc. Parce que du coup, si je comprends bien, en fait, faut pas oublier que une campagne ou un changement de DA ou quoi que ce soit, ça répond à un besoin très concret business pour Mm. atteindre une certaine cible. Mm. Et l'idée, c'est pas juste de faire du beau, c'est de Mm. faire du juste quelque part Ouais. pour répondre à ce besoin business. Donc atteindre une cible, communiquer un message, des valeurs, une DA, etc. Ok. Comment t'en es arrivé à vouloir faire ça spécifiquement? Qu'est-ce que ça anime en toi de faire ça? Est-ce que c'est le goût du beau? Est-ce que c'est le goût de se rendre utile? Est-ce que c'est le goût de faire des choses que les autres peuvent voir? Est-ce Mm. que tu produis quelque chose, in fine? Ça anime quoi en toi? Bah, c'est effectivement un peu tout ça. C'est le fait de faire du beau. J'ai toujours aimé les belles images, les beaux films, les beaux photographes, enfin tout ce qui est lié à ça. Et ça me vient effectivement aussi de mes études. J'ai Mhm. fait école de commerce, donc assez classique, avec bah, on apprend toutes les théories. De plein de choses, etc. Avec, par exemple, sur une dissertation, introduction, pavé, où on explique le oui, le non et la conclusion, etc. Donc moi, j'ai gardé toujours cette idée-là de structure et de stratégie. Dans mon taf de consultant, enfin responsable Chef de en projet chef de digital. projet digital, des Ouais. choses comme ça. Et c'est là où aussi j'excellais avec mes clients, c'était poser les bonnes questions, essayer de structurer le projet. Parfois, un client avait une idée et finalement, elle n'était pas la bonne parce que ça répondait pas à son besoin. Donc, j'ai gardé ce truc-là. Ouais. Et puis, parce que j'adore parler avec les gens, j'adore poser des questions, je suis hyper curieux de tout. Mhm. Euh, et donc, euh, et donc, c'était le meilleur job pour moi qui allie les deux, qui est stratégie, poser des questions, comprendre et traduire ça dans du beau. Et je me sens pas encore légitime pour faire moi-même le beau, pour filmer. D'accord. Je suis autodidacte surtout, Mhm. donc du coup, voilà, Mais peut-être un jour. peut-être un jour. J'ai failli interviewer l'année dernière une amie à moi qui s'était lancée aussi en indépendant, qui devait créer sa boîte de conseil en vente, bon, bref, un truc commercial qui, moi, me passe au-dessus, mais combien lui fasse. Mhm. Le fait est qu'aujourd'hui, elle a laissé tomber. Pourquoi elle a laissé tomber? Parce qu'elle s'est rendue compte que, déjà, on lui a fait une offre de CDI qui était mirobolante, donc elle n'a pas pu passer à côté. Mais elle m'a dit, bah, c'est cool de lancer son activité, mais le fait est que quand tu passes d'une grande boîte avec des grands projets, des gros noms, trucs ambitieux, à toi tout seul, t'es un peu obligé de recommencer à zéro, de taper dans les petits projets, petits budgets, petits machins. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te fait peur? Ou au contraire, même bosser sur du petit, de manière temporaire, te suffit, te convient? Ou alors c'est même pas une question dans ce domaine-là? Euh, Bah, j'ai envie de dire, tu es obligé de passer par là, parce Mhm. que tu es obligé de te faire aussi un portfolio. Dès que tu postules dans nos métiers, on te demande tout de suite des exemples. Donc moi, tu parlais de Beyoncé. Beyoncé, c'est le portfolio via Adobe. Tu es obligé d'avoir quelque chose à montrer, parce que sinon on va te dire, ok, tu es directeur créatif, bon, bah, je te fais confiance. Non, ça se passe pas Bien comme sûr. ça. Donc tu es obligé de faire des petits projets. Donc je fais un peu de tout. Effectivement, tu fais pas des projets tout le temps dans lesquels tu te vois plus tard. Euh, mais ça t'aide à comprendre, à avoir quand même des appétences commerciales, de négo, sur de la compréhension client. Tu commences toi aussi, ça te permet aussi toi de structurer tes dossiers en interne. Euh, je travaille aussi sur Notion, donc ça me Oui. permet aussi de structurer mon Notion. J'ai un Drive. Enfin voilà, ça permet aussi de structurer ta boîte, tous ces petits projets-là. Et après, la plupart des petits projets, c'est des projets de potes, notamment pour toi.
Ça peut On y être, reviendra, oui. ça peut être des projets pour mon pote acteur dont je parlais tout à l'heure, Stan, qui est aussi chanteur. Enfin, il est artiste global. Pour qui j'ai fait des clips. Mhm. Enfin voilà, il y a plein de petits projets là, mais tout ça, c'est pas perdu parce que ça me sert pour mon portfolio. Moi, j'essaye de donner le max que je peux parce que ça va servir déjà la personne avec qui je travaille, mais ça va me servir aussi pour moi Mhm. parce que ça me permettra d'apporter un peu de preuves à ce que je raconte. Et est-ce que dans ce domaine-là, si jamais demain tu fais, qu'on en parlait avant, tu as potentiellement un beau projet qui peut commencer bientôt, Mm. si tu arrives à percer sur un gros projet qui explose et ça se passe super bien, est-ce que très vite tu peux atteindre de gros clients, être très ambitieux? Bah, j'ai envie de dire oui, Ok. Mais. mais, mais en fait, on est tellement que on le voit. Bon, peut-être que mon algorithme il est faussé, mais on le voit beaucoup sur Instagram ou sur LinkedIn. Il y a beaucoup de belles vidéos en ce moment, Ouais. euh, des trucs hyper trendy qui bougent très vite dans tous les sens, des interviews incroyables. On a l'impression qu'on est sur Netflix alors que c'est vraiment le gars en freelance tout seul. Mhm. Euh, donc j'ai envie de dire que oui, parce que ça te permettra d'atteindre une nouvelle cible et très grosse très vite. Mais encore faut-il savoir utiliser ce travail-là pour en faire une belle promo derrière, Ouais. parce que ton client poste, mais après toi aussi, il faut que tu en fasses ta propre promo. Donc faut jouer des coudes un petit peu quoi. Alors, j'ai fait part des mêmes inquiétudes à mon ami Marc, du coup, dont je parle beaucoup trop dans ce podcast. Je lui ai dit, mais attends, tu te rends pas compte, je suis sur Instagram et je vois que des trucs incroyables, je suis une vraie bouse à côté, j'ai rien à proposer. Il me dit, mais attends, mec, déjà, de un, ton algo, il est que là-dessus, donc tu vois Mm. que ça, forcément, t'es complètement biaisé, c'est une bulle de Mm. fou. Deuxièmement, ça, c'est le haut du haut du haut du panier. 99% des gens qui font le même truc que toi sont pas à ce niveau-là, et c'est une question de rigueur et de travail. T'inquiète. En gros, si tu mets les moyens, Mm. t'inquiète. C'est un truc que tu te dis aussi ou t'en es conscient quand même? Ouais, Ok, ouais, ouais. c'est bon, c'est J'en rassurant. ai conscience. Alors, si on va sur ton... alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure de TikTok, Insta, Behance, on va revenir dessus, mais d'abord Instagram. Donc, t'as créé le studio Mood. Mm. Alors, j'ai découvert que ça datait de 2021. Pour moi, ça datait d'il y a seulement quelques mois, mais d'ailleurs, pourquoi? En gros, avant, j'avais ma boîte en freelance où je bossais sur. Je faisais des sites internet, en gros, des sites internet et de la com pure. Mhm. J'ai pas fermé la boîte et je l'ai reprise D'accord. après mon taf en tant que directeur. Tu pourras dire Studio Mood créé en 2021, Ouais, des années d'expérience et exactement. d'expertise. Si on va sur ton Instagram, on tombe sur 3 vidéos. Épisode 1, l'enfance. Épisode 2, la rupture. Mm. Épisode 3, aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce que tu cherches à créer comme storytelling autour de toi? Déjà, est-ce que tu te considères toi comme une marque? Ou est-ce que tu considères Studio Mood comme une marque? Ou est-ce que selon toi, les deux cohabitent et s'enrichissent mutuellement? Les deux cohabitent pour Mhm. moi parce que aujourd'hui, je trouve qu'on a besoin de plus en plus d'humains dans la façon dont on travaille. On parle beaucoup d'IA et c'est un sujet passionnant que j'utilise tous les jours à tout instant. Mhm. Euh, mais l'humain est hyper important et je pense que c'est plus simple pour un client de se projeter derrière une personne qui aussi croit en son projet, mais qui a aussi des valeurs, je sais pas, qui est créatif d'une certaine façon. Enfin bref, derrière une personne, je pense que c'est plus simple de s'y référer et t'as plus envie d'avancer vers cette personne-là. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. D'accord. Quand je travaille avec des prestats, je travaille avec eux parce que je les connais, pas parce qu'ils sont dans certaines boîtes. Euh, donc du coup, Studio Mood, oui, c'est une marque à part entière parce que c'est là où j'expose le beau de mon travail. Euh, mais moi, je me positionne en tant que personne qui vit, qui a Mhm. des doutes, qui se trompe, qui fait des choses belles de temps en temps, Mhm. et j'espère souvent. Et donc, c'est une autre façon dont je communique via mes profils. Sur Instagram, pas trop. Au début, j'ai commencé à le faire sur Instagram, mais en fait, enfin, il y a tous mes potes sur Bien Instagram, sûr. donc c'est un peu plus gênant, en tout cas, de parler de soi et de parler de ses doutes là-dessus. Et puis, c'est surtout après, à une soirée, on dit, ah, mais d'ailleurs, je savais pas que tu faisais des crises d'angoisse. Ah.
Oui. Parlons-en, super. Non, j'ai pas envie maintenant. Là, tu me gênes. Donc, du coup, je le fais plus sur TikTok et sur LinkedIn aussi, mais plus d'un côté un peu plus pro. Ouais. Mais je trouve ça quand même important. On voit beaucoup de personnes qui réussissent. On parle d'algorithme, et mon algorithme est aussi bourré de trucs comme ça. Et on voit beaucoup trop même, de jeunes de 18 ans, ils sortent d'études, ils ont ou 20 ans, ils se retrouvent déjà à Dubaï avec des boîtes à plus d'1 million. Tu te dis, mais attends, c'est trop simple. Ouais. Pourquoi moi j'ai 28 ans, j'ai pas fait ça? Donc du coup, je trouve que c'est important de dire aussi, de montrer la réalité, de dire que c'est pas si simple, etc. Donc c'est pour ça que j'ai les deux et que j'entretiens les deux. Et donc aujourd'hui, si on te demande tes réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre, est-ce que tu donnes ton compte perso, ton compte Studio Mood? Tu fais quoi? Je donne mon compte perso, ouais. Compte perso. Ouais. Est-ce que tu t'estimes que le compte perso est un peu au milieu de tout ça et que si quelqu'un s'intéresse à tes productions ou alors à ton TikTok, il sera redirigé assez facilement à Ouais, toi de là? parce que je communique beaucoup plus sur mes persos que sur la boîte. Donc, et parce que sur la boîte, je communique. Enfin, je mets vraiment que le beau ou les projets Ouais. finalisés. Ce qui est une de mes questions, donc TikTok, Insta, Behance, Malte, LinkedIn, 1000 plateformes différentes à entretenir, j'imagine assez régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Est-ce que c'est pas trop compliqué tous les jours, tous les 2 jours de se dire, mais ah merde, faut que j'entretienne mon TikTok, mon Insta, mon LinkedIn, parce que sinon l'algorithme me mettra en bas du panier et je vais me taper 3 likes. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, moi déjà, j'ai juste Instagram. Bon, j'ai 2 comptes. Voilà, j'ai mon compte perso, mon compte pro. Pro, plein de guillemets. LinkedIn, déjà, ça me branle de pouvoir entretenir les deux. Comment tu gères toi aujourd'hui? Le principal en ce moment, c'est LinkedIn. J'ai un pote qui s'appelle Charlie, qui est aussi en freelance, qui m'a conseillé de faire ça. Que même si mes posts fonctionnent pas, etc., le but c'est de montrer, de se montrer qu'on est visible, qu'on connaît notre job, qu'à un moment on va arriver sur le fil d'actualité de quelqu'un qui va se dire ah putain j'ai besoin d'un gars en DC, Ouais, en directeur créatif il se souvient de toi, quoi. et il va dire ah mais putain bah lui en fait. Donc LinkedIn, ouais, je poste presque tous les jours. C'est un plaisir encore de faire ça? Ouais, franchement, c'est un kiff. Ok. Combien de pourcentage d'IA, combien de pourcent de toi? Je vais dire 70-30, 70 de moi, 30 d'IA. D'accord. En gros, toutes les idées, c'est moi qui les ai. C'est un énorme sujet pour moi, l'IA, mais en gros, je parle à l'IA, je vais dire toutes mes idées, tous mes trucs comme ça, et je fais des prémices de texte. Ouais. Et après, je vais le travailler avec lui. Je dis lui comme si c'était mon assistant, mais c'est vraiment mon assistant. Ouais. Avec lui sur tous mes textes, etc. Et je fais toujours un visuel aussi en ce moment en IA aussi. T'es sur quel modèle pour ces postes-là? Ou le visuel d'ailleurs? Je suis sur ChatGPT pour faire le texte En et payant, donc. le visuel, je suis sur Midjourney. Midjourney. En payant du coup, ChatGPT? Ouais, tout payant. Alors c'est une vraie question. Moi j'ai aussi un abonnement ChatGPT, mais je l'ai arrêté il y a quelques semaines parce que je vois déjà parce que ça coûte 20 balles par mois, c'est hors de prix. Parce que je m'en sers oui, mais je me dis que Gemini, je sais pas comment on le dit en francophone, mais a l'air aussi puissant. Donc pourquoi payer 20 balles? T'as cette réflexion aussi? Ouais, mais oui, je l'ai. Mais t'as Mais tout en fait fait, sur j'ai tellement ChatGPT. Ouais. utilisé ChatGPT, je sais comment. T'es attaché un petit peu. Ouais, C'est sympa quand c'est même. mon petit pote. Et puis maintenant, ils ont sorti un outil qui s'appelle Atlas, et c'est le navigateur via ChatGPT. Donc j'utilise même plus Safari. Ça marche bien? C'est trop bien. Ok. En fait, j'utilise tout le temps parce que à un moment, je suis sur une page, par exemple pour ma prospection sur LinkedIn, je suis sur une page d'un profil, j'ai juste à cliquer sur un bouton, il y a ChatGPT qui s'affiche à côté, et je lui pose des questions, et lui, il a déjà l'URL, et donc je sais mieux comment atteindre cette personne-là, parce qu'il va passer en revue tout son profil, etc. Donc, c'est trop bien. D'accord. C'est trop bien. Donc, juste pour clôturer, est-ce qu'on va aller sur l'IA? C'est une question que je voulais te poser qui m'intéresse énormément. Donc, pour clôturer, TikTok, Insta, Behance, Malte, LinkedIn. Bon, en gros, ce que je comprends, pardon, c'est que LinkedIn, tu t'en sers quasiment quotidiennement pour ton personal branding, à minima. Insta, c'est pour quand tu réalises du beau, donc c'est pas systématique. Ouais, le beau pour mon studio, et en perso, ça peut être des backstage, ça peut être mes potes. Plus perso dans tous les cas. Quoi. Ouais. C'est moins lisse, ça se veut moins lisse que ton image de marque. Il y a un peu des deux. Et TikTok, alors tu publies encore sur TikTok, j'ai vu un truc récemment. Ouais, sur TikTok, je publie encore plus perso. encore beaucoup plus, ouais, bien plus perso.
Là-dessus, j'ai eu... là, je l'ai un peu diminué parce qu'il y a une... En gros, ce que je fais sur TikTok, c'est je parle de développement perso et de la santé mentale plutôt chez l'homme. Mhm. Chose que je trouve on ne parle pas encore assez. Donc je parle de crise d'angoisse, je parle de plus ou moins de dépression, je parle des doutes, je parle de plein de choses comme ça. Choses auxquelles on n'est pas forcément à l'aise en tant qu'homme de faire, De plus en plus, mais on le fait de plus en grâce à plus. des gens comme toi, probablement. Alors, Bon, t'as pas cette prétention. non, mais en tout cas, effectivement, ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où, en tout cas avec mes parents, je pouvais en parler. Mhm. Euh, Parce qu'ils étaient aussi dans ce mood-là. Donc c'était assez facile, en tout cas plus avec ma mère. Oui. Donc oui, ultra perso sur TikTok. Je l'ai moins fait parce que j'ai eu une grosse période où j'allais pas du tout bien. Donc je vais pas donner des conseils quand moi-même je me les applique pas. Et c'est souvent le cas. T'as pas envie de faire une vidéo larmoyante devant ta caméra pour avoir des likes, donc Non, je fais t'en es pas. pas encore là. Non, pas encore. Peut-être un jour, mais je pense pas. Et donc là, maintenant, je tourne plus vers du sport et de, des moods de comment je travaille, des choses Ouais. comme ça. Je pense que je reprendrai sur la santé mentale parce que à mon échelle, j'avais tellement de messages de gens qui me disaient merci, ça fait du bien de l'entendre, même des femmes qui me disaient bah franchement ça fait plaisir, Mhm. je comprenais pas mon copain. Mais après t'as des messages aussi hyper durs où tu dis putain mais pourquoi tu me dis tout ça à moi, je peux pas te... Ah, dur, pas envers toi, mais juste des Non, personnes t'as des messages. J'ai jamais eu de mauvais messages. D'accord. Mais c'est des messages du style oui, je suis en dépression depuis 3 mois, je sors plus de chez moi, je pense au pire. Ah, tu dis bon, ok, je vais peut-être me calmer sur mes vidéos parce que ça va un Ouais. peu trop loin. Ouais, et même pour toi, c'est pas forcément Non, c'est pas évident. c'est pas évident. Alors, je suis assez profane en la matière, au niveau des crises d'angoisse, c'est pas un truc que j'ai jamais été sujet à ça, peut-être une Mm. fois, mais bon, je suis même pas sûr. Euh, Assez brièvement, même si ça m'intéresse, comment ça se traduit déjà une crise d'angoisse? Bah, ça dépend de chacun. Ouais. Euh, Ça peut être plus ou moins intense aussi pour chacun. Moi, chez moi, c'est tremblement, j'ai plus d'appétit, je peux plus réfléchir. Il y a des moments j'ai besoin d'être avec quelqu'un, il y a des moments j'ai besoin d'être seul. Mais en tout cas, je peux aussi pas rester sur place, des choses comme ça. Mais c'est hyper dur à traiter. Moi, je suis pas à un point où je vais prendre des médicaments pour m'aider, parce que je suis un peu contre, enfin pas contre les médicaments, mais Mhm. je préfère éviter. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, ce que je dis aux gens, c'est de toute façon, quand tu es dans ces cas-là, il faut savoir en parler. Plus t'en parles, plus c'est facile après, parce que les gens savent comment réagir, Mhm. et savoir se faire entourer par un psy, des choses comme ça. Alors, est-ce que là, on parle d'une... c'est vraiment du franglais, mais d'une condition particulière, donc toi, t'es plus sujet à des crises d'angoisse, ou alors c'est, de manière générale, tout le monde peut en avoir, et il s'avère que t'en as par la force des choses? Je pense que pas tout le monde peut en avoir, parce que effectivement, ces vidéos aussi ont permis de discuter avec plein de potes, dont un pote commun qui s'appelle Henri, et on a Henri Barrault. Henri Barrault, avec qui on en a pas mal parlé. Et lui, il disait par exemple que il comprend tout ça, mais ça l'atteint tellement pas. Enfin, il a pas de. En gros, moi, ce que j'ai aussi, c'est comme je suis. Euh, Comment on appelle ça, hypersensible. TDAH. Hypersensible. Hypersensible. Du coup, en fait, tout ce qu'on vit, eh ben, je vais le revivre fois 10 après. Ouais. Je vais me dire, bah, par exemple, après ce moment-là, je vais dire, bah, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été bien? Putain, j'espère que je l'ai pas offensé. Même, mais ça, c'est dans l'après, mais même dans l'anticipation. Ouais. Enfin, en fait, on se pose énormément de questions. Qui peut nous amener à de l'angoisse? Et donc, Henri me disait, mais moi, pas du tout. En fait, je vis le moment et après, enfin, c'est fini, quoi. Ça finit, c'est passé. Ouais, c'est passé. Quand tu dis que t'es hypersensible, est-ce que c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, cliniquement
à tester ou alors c'est Non, une pas cliniquement. conclusion tout seul que tu as faite? C'est pas clinique, mais en tout cas avec ma psy, c'est ce Avec ta qu'on psy. s'est Ah dit. oui, voilà, donc enfin, c'est comme ta psy qui t'a dit, Ouais, vous êtes hypersensible, c'est ouais. pas... D'accord. Et donc, t'en fais encore aujourd'hui des crises d'angoisse, Mhm. j'imagine. Euh, donc j'ai vu ton TikTok, je me suis baladé, j'ai regardé tes vidéos et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, t'as quand même pris la décision de te lancer en solo dans un environnement qui peut être assez anxiogène, parce qu'il faut quand même se mettre en avant, se montrer vulnérable, proposer une offre commerciale, la négocier, enfin vraiment, t'es mis sous les projecteurs et ça peut être extrêmement anxiogène, malgré le fait que t'aies des crises d'angoisse. Comment tu vis au quotidien? Est-ce que ton métier fait que tu en as de plus en plus, ou alors t'arrives quand même à déconnecter les deux? Ouais, ça a rien Ah à ouais, voir. Ouais. ok. Euh, Mon job, vraiment, c'est justement une. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ce soit ma safe place. Ah. Désolé pour le safe place et ça m'agace. Mais bon, pardon. Attends, je fais 1000 guillemets depuis le début de l'interview et tu me dis ça maintenant? De quoi j'ai l'air? Euh, du coup, c'est un endroit où je suis bien, où j'aime évoluer, même si pour le moment il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas ça vient. Mais c'est plus lié au perso en fait, toutes ces crises d'angoisse, c'est surtout lié au passé de plein de choses. Donc ouais, rien à voir. Mais j'aime bien entreprendre, j'aime bien avoir des objectifs, et c'est ce qui me fait avoir le plus d'objectifs de travailler tout seul, parce que je travaille mieux aussi quand je suis dos au mur. Oui, Quand t'es en freelance, t'es t'as pas le choix. constamment Mm. dos au mur. Donc non, je pense que c'est justement un moyen de me sentir le mieux possible, sachant qu'une crise d'angoisse, ça peut arriver aussi à n'importe quel moment. Oui. J'en ai déjà eu au taf. Quand t'arrives au taf le matin, que t'es bien, et 10 minutes après, tu fais une crise d'angoisse et t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, bah tu peux pas. À part t'isoler, faire un faux call, une fausse réunion, et tu vas te mettre dans une pièce et puis t'attends que ça se passe. Mhm. Là, en freelance, tu fais comme tu veux. Le matin, je vais faire mon sport. Enfin, j'ai des rituels, entre guillemets, qui maintenant sont instinctifs. Ouais. Et au moins que je peux appliquer en free, trop bien. Et quand on n'est pas sujet aux crises d'angoisse et que quelqu'un en fait une à côté de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il m'est déjà arrivé de voir des potes en faire et je savais pas où me foutre. Enfin, on m'a dit, mec, tu seras à rien, juste reste là. Et du coup, j'étais encore plus mal à l'aise. Bah, Euh, Ça pareil, dépend. ça dépend, ouais. Ouais. Ça dépend. Euh, c'est aussi en fonction de l'intensité de la crise d'angoisse. Ça dépend aussi de à quoi c'est lié. Il y a des moments, enfin, il y a des moments où j'ai besoin d'être entouré, comme je te disais, mais pas forcément touché. T'as quand même envie d'être dans ta zone, Oui. mais juste de la présence, juste dire t'inquiète pas, tout va bien, parfois rassurer. Parfois en crise d'angoisse, je vais beaucoup me poser de questions et je vais tourner en rond. Mhm. Euh, ça va être juste dire ok, bah dis-moi ce qui va pas, et après ça va être tout déconstruire pour tout rationaliser et que ce soit simple. D'accord, je te remercie. On va repasser sur le volet de ce que tu fais dans la vie. J'étais hier sur ton Instagram pour un peu comprendre comment fonctionnait Thibaut Guimin. Et j'ai vu sur ton Insta perso que tu avais plusieurs catégories de story. Donc, Ouais. on avait food, Mm. évidemment, parce que t'es Mm. un petit gourmand. Oui. On avait FNF, que j'ai traduit par Friends and Fun, mais peut-être que je me plante complètement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je ne suis pas dedans. Va savoir. Euh, non, je déconne. Il y avait Running, il y avait Fuji, donc ton appareil photo. Outfit, Aerox. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a une catégorie que tu as envie d'explorer, une nouvelle chose que tu as envie de découvrir demain, quelque chose qui te fait envie, qui te manque aujourd'hui? Ou que tu n'as pas eu le courage peut-être de tenter? Peut-être une catégorie, j'en sais rien, piano, guitare, escalade, Qu'est-ce qui me ferait cocooning, kiffer lecture. Ouais, mais tout ça j'adore en vrai. Je pourrais faire une catégorie en ce moment Starac. Vraiment, je suis un grand fan. Ok. Avec ma copine, on regarde tout le temps les quotidiennes, etc. En ce moment, pas on s'embrouille, mais on s'attend pas. Donc, Ah, pour d'accord. regarder, donc ça va être Ça tu m'as jase. pas attendu, mais ça je l'ai déjà vu, machin, bref. Mhm. Donc là, en ce moment, je pourrais mettre pas mal de trucs sur la Starac. Et d'ailleurs, il y a un gars de la Starac qui s'appelle Théo Ouais. et qui me fait penser à toi de ouf. Ah, Vous êtes pareil.
Est-ce que je dois mal le prendre? Non, franchement, mais vous avez à peu près la même coupe de cheveux, sportif, créatif, etc. Et Ouais. vous êtes pareil. J'ai regardé après et je verrai si je dois te détester ou pas pour cette Non, non, comparaison. non, franchement, c'est une bonne comparaison, je pense. Et sinon, à part ça, ce que j'aimerais bien, quelque chose de... j'ai toujours été hyper manuel. Mhm. Et donc, ouais, un truc, je sais pas, poterie, un truc comme ça me ferait kiffer. Ok. Puis ça peut t'apaiser aussi, je Ouais, pense. ouais, je fais aussi pas mal de coloriage en ce moment aussi avec ma meuf, ça m'aide pas mal. Les travaux, j'adore ça. Ah ouais? Ouais. Euh, C'est quoi ta pièce préférée de la maison? le salon, hein, Le salon. Ouais, le salon, parce que c'est là où tu peux accueillir tout le monde. Et en Euh, termes de travaux, qu'est-ce qui est intéressant à faire dans le salon? Dans le salon, je sais pas. T'es pas un mec de la plomberie, toi? Non, Non? pour la moustache. Peut-être. Mario. Ah! C'est si réducteur. Pardon. Euh, ouais, bah, choisir la peinture, le sol, et puis habiller. Non, On en vient à... ouais, très trendy. Bah, par exemple, sur Tadea. C'est super comme transition, c'est là où j'allais. sur, Vas-y, dis-moi. sur Tadea, typiquement, le salon que j'avais choisi, c'est le salon que j'aimerais trop avoir. Un Ouais. canapé orange, des peintures partout, si possible les miennes, même si je peins pas, je peux me démerder. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Alors, à ce sujet, donc, je t'ai fait la demande il y a 3 mois, en septembre, je crois, de m'aider à faire la nouvelle DA pour le podcast. Mhm. Parce que l'année dernière, c'était très fait maison, hein, globalement. Enfin, j'ai une amie quand même qui m'a fait le logo, mais le reste, c'était, ça se ressentait peut-être que c'était fait maison. Je me suis dit, bah, trop bien, j'ai un pote qui se lance. C'est l'occasion de lui filer un coup de main, qui me file un coup de main, tout le monde est content. Comment t'as approché ce projet-là? Comment ça fonctionne? Comment tu fonctionnes? Ton process de créatif? Bah, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au début de poser des questions. Avec toi, il y en avait quand même un peu moins parce que je te connais, que je connaissais le podcast, etc. Donc j'avais quand même déjà une toute petite idée. Donc au début, c'est poser des questions, dire là où tu veux aller avec ça, quelles sont toi tes inspirations. Donc là, dans les inspirations, je crois que je t'avais demandé des personnes que tu suis sur les réseaux que tu kiffes, je sais pas, des œuvres d'art que t'aimes, un vêtement que t'adores. J'ai une belle chemise, une magnifique Belle chemise, chemise froissée, posée par terre. mais dont je me suis inspiré aussi. Mhm. Donc plein de trucs comme ça. Et après, je travaille moi sur Figma. Et je me fais plein de planches de travail, je teste plein de trucs, je vais beaucoup sur Pinterest, je m'inspire de plein de choses. Et puis après, je fais 2 propositions, j'essaie de les décaler le plus possible, sachant qu'on peut piocher dans les 2 propales. Oui. Et après, on est venu à ce que je t'ai proposé. Quoi. Moi, ce qui m'a vraiment séduit quand j'ai ouvert ta proposition, c'est le logo. Genre, je me suis dit, en fait, il me fallait. Je trouve ça important que. Je trouve important que le podcast ait une sorte de logo auquel on puisse se référencer ou mettre, comme tu me l'as suggéré, dans un coin sur une story ou quoi, de manière très subtile, mais qui s'identifie assez facilement. Et j'ai grave kiffé. Néanmoins, la première remarque que je me suis faite en voyant le logo, au-delà du fait que j'adorais le concept, c'était c'est ChatGPT qui l'a fait. Obligé, c'est ChatGPT qui l'a fait. Ça peut pas être lui. Tu m'as dit plus tard ensuite que tu avais en tout cas récupéré l'idée. Je sais pas si c'était un copier-coller, mais tu as récupéré l'idée, un truc un peu similaire qui existait déjà sur Internet mais qui n'était pas exploité. Et rien que ça m'a grave rassuré, apaisé, parce que je me suis dit, bah, ça reste un peu authentique, c'est pas fait par un IA complètement. Même si je savais que ce que tu me proposais était en tout cas en partie fait par l'IA. On a beaucoup parlé de l'IA, c'est un truc que tu te sers de manière ouverte, tu t'en caches pas du tout. Donc aujourd'hui, tu as plus pris le parti en fait de te servir de l'IA comme support plutôt que d'avoir la peur que l'IA te remplace. C'est ça. Ouais. Est-ce que si jamais, alors est-ce que c'est ChatGPT qui a fait le logo ou pas? Non, zéro. Tout ce qui est production finalisée, c'est jamais ChatGPT. Enfin, ce sera jamais de l'IA. C'était ma question. Ouais, jamais. Je vais me servir de l'IA pour la réflexion, l'idéation, pour faire des moodboards. Ouais. C'est ce que je fais pour mes clients en pub. Tout ce que je propose dans le script, etc., je le matérialise via de l'IA. Ça peut être une émotion, ça peut être des mains, ça peut être plein de choses. Je le matérialise en IA. Et c'est justement ce que je veux dans ma boîte, dans mon studio.
c'est que tout qui en sort et ce qui est finalisé, ce sera jamais de l'IA et ça le restera. D'accord. Je veux pas d'IA, ce sera toujours le travail de quelqu'un en motion, s'il faut des visuels comme ça, mais sinon ce sera toujours filmé, il y aura toujours une vraie voix. Et le logo que je t'ai fait, il y a zéro IA. Enfin, Oui. tu demandes à ChatGPT, enfin là, en l'occurrence, c'est pas ChatGPT, c'est Midjourney, des idées, des choses comme ça, choses qui me proposaient m'intéressaient pas du tout. Mhm. Et donc tout ce qui en est ressorti, il n'y a jamais eu d'IA. Ok. Donc ça veut dire que tu prends quand même le parti de si ChatGPT ou Midjourney ou quoi que ce soit, ou Gemini te fait une proposition qui te plaît, tu vas la recréer derrière Ouais. à la main, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que toi aujourd'hui tu es capable de tout refaire à la main, ou alors au contraire tu vas solliciter du coup un ami qui fait du motion ou qui fait de la création digitale? Ça dépend ce que c'est, Ouais. mais la plupart du temps, je vais demander à quelqu'un. En fait, c'est l'avantage d'avoir bossé aussi dans le conseil ou en boîte de prod et tout comme ça, c'est que tu sais que chacun a son job, chacun a son expertise, et ce sera toujours mieux fait par quelqu'un qui en est expert. Surtout dans les logos, tu as besoin que le logo soit vectorisé, qu'il soit en PNG ou en JPEG, Mhm. pour avoir un fond transparent ou pas. Donc, tu es quand même obligé d'avoir une structure et un beau logo bien fait. Et pour le moment, j'ai pas du tout les compétences pour ça. Bon, après, pour toi, j'ai réussi à le refaire, mais sinon, pour des gros logos très structurés, non, je pourrais pas. Ok. Donc on a fait ce process-là tous les deux, qui aboutit à une DA que moi j'aime beaucoup. Aujourd'hui, avec le Studio Mood, tu proposes quoi comme type de valeur ajoutée, ou quand même comme formule à tes clients? Euh, alors, j'ai une formule principale, c'est donc la direction créative pure. Mhm. Donc, vous avez un projet de communication sur un objet, sur une valeur, sur une technicité, des choses comme ça. Mhm. On va bosser ensemble, du coup, ce que je disais, la stratégie, on va faire une DA et on va la produire. Et moi, je vais orchestrer de A à Z. Donc ça, c'est l'offre principale. Et après, j'ai trois autres offres qui s'adressent plus à des personnes qui veulent se créer ou qui existent depuis peu de temps et qui ont besoin de structure, des choses comme ça. Donc j'ai une première offre qui est sur de la DA Mhm. pure, sur l'identité de marque ou du personal branding ou des choses comme ça. Ouais. J'ai une deuxième offre qui est sur de la communication. Donc ça va être faire des visuels pour, euh, pour un lancement de produit, mais très simple, sans trop de stratégie, et ça va être à destination des réseaux sociaux. Et j'ai une troisième offre qui est sur du coaching. Euh, Ça va être du coaching plutôt sur du personal branding, sur de stratégie de boîte, sur de l'accompagnement de comment structurer son offre, comment structurer aussi son process ou le lien avec ses collaborateurs, Mhm. etc. Est-ce que ça marche pour l'instant? Pour le moment, non. Cool. Pour le moment, non. La partie direction créative pure, c'est ce qui fonctionne, entre guillemets, le mieux. Mhm. Désolé encore pour ça. C'est ce qui fonctionne, entre guillemets, le mieux parce que c'est là où j'ai des projets qui commencent à arriver. Et la partie les trois autres petites offres, Ouais. ça, je communique dessus sur LinkedIn. Je sais que c'est pas quelque chose qui va me faire gagner ma vie, mais en fait, je veux travailler pour un peu tout le monde, même si je me dirige plus vers des grosses boîtes. Et mon rêve, c'est de bosser avec Decathlon, par exemple. Mhm. Euh, mais je veux pouvoir accompagner des personnes comme toi ou qui se lancent, etc. Et c'est justement ce projet-là qui m'a donné envie d'ouvrir ces offres-là parce que j'ai aussi Adrien qu'on connaît Oui. qui lui veut se lancer entre guillemets dans l'influence sport. Donc du coup on s'est fait un call ensemble pour définir une stratégie, une DA, comment mettre en avant tout ça, Mhm. etc. Avec Erwan aussi sur comment structurer ses comptes sur les réseaux sociaux. On en a vite fait parler aussi tous les deux. Donc, tous ces conseils que je peux donner, je me dis Ouais. pourquoi pas les facturer à des gens que je Bien ne connais sûr. pas. Et donc, voilà. Ok. Alors, tu as déjà un petit peu répondu à la question. Je veux te demander, c'est quoi ton projet rêvé? Tu m'as dit Décathlon. Ouais. Demain, si tu avais
budget illimité, industrie illimitée, le client de tes rêves, t'aimerais faire quoi? Un truc où tu prends mais vraiment ton pied, quoi. Euh, je pense une marque dans le sport, Ouais. Decathlon, Cocorico, parce que ouais, c'est français et le taf qu'ils font en ce moment sur leurs produits est incroyable. incroyable. À chaque fois qu'on me demande ce qu'il faut acheter, tu vas chez Decathlon et tu trouveras. Peut-être pas encore pour les chaussures, mais en tout cas pour le. Oh, encore que, de mieux en mieux. Je suis pas à l'aise dedans moi encore. Ah ouais, Mais j'avoue, jamais essayé, j'ai que des échos. je suis plutôt chez Oka pour le moment. Ouais. Et du coup, ce serait un projet, pourquoi pas sur le running, mais un mélange entre de la route, du trail, du désert, voyager un peu partout, faire avec un vrai storytelling, une vraie histoire, limite un peu reportage. En ce moment, je regarde aussi pas mal des gars qui vont tout seuls en van en Islande, avec des belles images, des plans fixes. En ce moment, j'adore Ouais. les plans fixes. Donc, En ce moment, j'adore les plans fixes. ouais, bah ouais, je trouve ça bien beau, apaisant. Ouais. Tu connais Tilacine? Non. Non? Ah, je pense que ce qu'il ferait, c'est un artiste français qui fait de la musique. Et en fait, ce que lui fait depuis 15 ans, moi je connais depuis une dizaine d'années à peu près, il part, genre son premier album c'était le Transsibérien. Il a pris le Transsibérien pendant 2-3 semaines et il a enregistré plein de sons. Et à partir de ça, il fait un album, il fait de la musique. C'est très électro, je pense que t'aimerais beaucoup. Trop stylé. Il a fait aussi, je sais pas si tu connais ces sortes de grosses caravanes en aluminium, enfin en argent un peu qui brille, etc. Bah, il en a pris une, il l'a amené en Patagonie. Il a fait toute la Patagonie et un peu même délire. Il enregistre des gens, des sons, des machins. Il fait un album dessus. Et ça ressemble beaucoup. Ça a beaucoup pensé à toi en termes de direction artistique. Donc on en reparlera. Je t'enverrai les trucs. Ok. Pardon, c'est la parenthèse. Reprends donc. Et c'est le genre de projet que je kiffe. Ouais. Ouais. Sur YouTube, il y en a plein. Bah, on est déjà allé à Montagne en Seine ensemble. Ouais. C'est aussi des projets que j'adore, enfin que j'aimerais trop mettre en place. Ah, c'est fou. Ouais. Et je me dis, pour le moment, j'en ai pas encore les épaules, mais en tout cas, c'est vers ce truc-là que j'aimerais bien me tourner aussi. Ouais. Et il faut malheureusement penser à manger avant de faire des projets passion. Exactement. Voilà. Mais on est jeune, on va y arriver. Donc toi, pour l'instant, même si t'as pas encore fait ce projet avec la famille Decathlon, donc la famille Mullier, n'hésitez pas à envoyer un petit DM si jamais. Sur ton compte Studio Mood, en tout cas, tu fais des sortes de mock-up, enfin comme si tu réalisais une pub pour Decathlon en l'occurrence. J'ai plus vraiment en tête les autres marques, mais en tout cas, le résultat est hyper saisissant. Je vous invite à aller regarder. Tu fais encore ça aujourd'hui quand tu as du temps libre. C'est quoi un petit peu ton souhait, ton désir derrière ce projet? Toutes mes pubs fictives, enfin mes campagnes fictives, je continue. J'essaye d'en faire, j'aimerais bien en faire une par semaine, mais en fait ça prend beaucoup de temps. Donc là, je suis plus sur une par mois. Le but, en gros, c'est simplement montrer, pas forcément à la marque. Bon, là, Decathlon, j'aimerais bien qu'ils le voient. Je leur ai envoyé 2-3 messages, j'ai pas eu de réponse, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est montrer ce dont je suis capable, entre guillemets, en vrai. D'accord. Donc là, c'était une campagne effectivement pour Decathlon, montrer que dans un sport, un sport laisse des traces, ça peut être physique ou psychologique, et que par exemple on voit un skieur avec la marque de bronzage, on voit une femme qui fait de l'escalade et du coup elle a du talc sur le visage aussi. Donc ça peut être des choses comme ça. Campagne qui a trop bien marché, en tout cas sur LinkedIn. Ouais, j'ai vu. J'ai jamais eu autant de likes de ma vie. Donc trop cool. Même si Decathlon toujours n'a pas liké. Mais trop cool. Et en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est que c'est faire des campagnes fictives, réfléchir jusqu'au bout l'idée. La personne qui m'a donné l'idée, c'est quelqu'un qui s'appelle Cédric Neige sur LinkedIn. C'est un directeur artistique et il fait beaucoup de fausses campagnes, notamment pour Lego, je sais plus qui il a fait d'autres, mais pour celle de Lego m'a plus marqué. Et il fait ça fonctionne. Je pense que parfois il a des contrats qui tombent là-dessus. Okay. Et donc l'idée, c'est d'imaginer un truc. La prochaine, là, c'est pour Strava. C'est en gros sur Strava, par exemple, on parle beaucoup de performance. Oui. Mais derrière la performance, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui va dans le froid, qui a aussi des problèmes à la maison, qui a des problèmes, je sais pas, qui a par exemple un enfant, et donc dans mes amis, il y a aussi pas mal de personnes qui commencent à avoir des bébés. Donc du coup, il y a question de
ok, bah moi je vais aller courir, toi tu gardes l'enfant, et puis après on va échanger. Donc il y a quand même toute une organisation derrière, et c'est montré que derrière ces 4,50 au kill, il y a quand même quelqu'un qui s'est dépassé dans son emploi du temps, etc. Et donc c'est l'idée de ça. Que le sacrifice, il est un peu commun. C'est pas seulement le mec qui sort ou la meuf qui met sa meilleure paire sur ce travail derrière. Il y a tout un rouage. Ils font pas tous 2h53 à un marathon, quoi. 52, ça fait. 52. Donc en gros, c'est un peu une dynamique de fake it till you make it, de se faire un portfolio avant que le portfolio n'existe, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment, oui, c'est ça. Effectivement, j'en ai pas parlé. Merci beaucoup. J'en ai pas parlé, mais c'est effectivement ça, c'est faire grandir mon portfolio. J'ai beaucoup de direction artistique dans mon portfolio, et j'aimerais aussi m'en défaire un peu et montrer vraiment des projets créa purs où je pense la stratégie jusqu'à la fin, quoi. Ok. Et là, la campagne que j'ai faite pour Decathlon, tout est en IA. Tout est en lien. Ouais, ok. c'est full IA, et c'est aussi ça que je veux montrer, c'est que tout ce qui est fictif, je disais tout à l'heure, tous mes projets finalisés, ils sortiront jamais en IA. Les fictifs, oui, parce que je vais pas sortir des thunes et du temps, une équipe pour ça. Mais c'est aussi se donner un aperçu de ce que je suis capable de rendre pour un appel d'offres, des choses comme ça. Et même d'imaginer, parce que c'est quand même la partie la plus conséquente. Thibaut, on arrive dans la dernière partie du podcast. Ça fait bientôt 1 heure qu'on discute. Avant d'y aller, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Ça aurait pu être, parce que je m'étais préparé à cette question, c'était qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es créatif, par exemple. D'accord. Pourquoi aujourd'hui tu es créatif, hein, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es créatif? Ok. Dis-moi Thibaut, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux devenir un directeur créatif? Super question, je me suis pas préparé à ça. Ah merde. Fallait bosser, je te dis. Ah là là, attends, laisse-moi réfléchir. Non, en fait, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée et auquel j'avais pas trop de réponse. Et en préparant, du coup, un petit peu, parce que je suis quelqu'un de stressé. Pardon pour ton sapin. C'est pas grave. Je vois qu'il est bien décoré. C'est que, en fait, je n'ai pas trop de réponse à cette question. C'est ça qui est étonnant, c'est que dans ma famille, personne n'est créatif. Un petit peu parce que mon père est cuisinier, mon frère est chef cuisinier aussi à domicile à New York. Oh, je savais pas. Ouais. Cool. Ouais. Du coup, si un jour on fait le marathon de New York, on aura un logement. Super. Moi, ça va. Pas mal. Il a quel âge ton frère? Il va avoir 40, je crois. Oui, il a 40. Mais je ne te connais pas, Thibaut. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai une grosse famille. Enfin, j'ai 3 grands frères, une grande sœur et une petite sœur. C'est une famille recomposée. De mes 2 parents, je suis tout seul. Qui es-tu? Ok. Ouais. Et donc, du coup, pas trop créatif chez moi. Ma mère, experte comptable, qui faisait du tricot, des trucs comme ça, mais rien de très créatif. Et en fait, c'est juste par ma curiosité. Quand j'étais petit, j'adorais bricoler. À un moment, j'ai eu une passion pour être DJ, donc j'avais acheté une platine, je mixais chez mes potes. Il y a un moment, je commençais un peu à peindre. Bon, c'était chum, mais voilà. Enfin, je sais pas, j'ai touche à tout, hyper curieux. Aujourd'hui, si je suis directeur créatif, c'est parce que je l'ai appris tout seul. J'ai jamais appris la DA, j'ai fait école de commerce, comme je t'ai dit. Figma, je l'ai appris tout seul. Photoshop tout seul. Le montage tout seul. Donc, c'est vraiment le fait d'être curieux et étonnamment... Enfin, je sais pas qui m'a appris ça, mais en tout cas, ouais. C'était un peu inné, quoi. C'est devenu de ça. Mais c'est étonnant, ouais. Ok, c'est surprenant. Puis après, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est aussi très générationnel où c'est pas forcément quelque chose qui aurait été mis en valeur par nos parents ou qui aurait mené à une carrière ou à une intention de carrière. Peut-être plus pragmatique à l'époque, je sais pas. T'en penses quoi? Je suis d'accord. Enfin, j'aurais aimé qu'on me pousse plus dans mais fais ce que t'aimes, fais-le. Et pas juste faut que tu vives, faut que t'aies de l'argent, mais toi à l'abri, Moi, quand j'étais petit, je voulais faire comme mon père, je voulais être cuistot. C'est toujours une ambition. Là, mon but, c'est dans 10 ans d'ouvrir mon resto dans le sud-ouest. Ok. Mais ouais, il m'a dit non, fais pas ça parce que je le voyais.
que quand il bossait, je le voyais pas. Lui, il bossait midi soir. C'était le chef de cuisine, donc forcément, il devait être là tout le temps. Donc pas de vie de famille, pas beaucoup non plus d'argent, des trucs comme ça. Ouais. Donc je me suis dit, je vais faire école de commerce. Puis à un moment, je me suis dit, je vais faire ostéopathe. Puis après, j'ai fait une 3e pro. Donc je me suis dit, l'école, c'est pas forcément fait pour moi. Donc j'ai mis de côté ostéopathe. Mais aujourd'hui, j'adore masser et tout, mais j'ai pas fait d'études là-dedans. Donc T'as touché à plein de choses. ouais. Et on t'a jamais dit que tu pouvais en faire un truc. Donc pour toi, c'est plus des lubies Ouais. que... Mais c'est ce que je dis un peu dans mes 3 petites vidéos. je viens de citer exactement la phrase. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et maintenant, tu te rends compte que tu peux en faire un truc, donc tu te donnes à 100% et Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah. Comme je l'ai dit. Thibaut, je vais donc te poser la question de la dernière invitée. Quelle est la plus grande désillusion, ou alors je cite les mots exacts de l'invité, le plus gros cassage de gueule qui t'a fait apprendre le plus ces 12-24 derniers mois? Ouais. Est-ce que tu avais une préconception de réalité ou d'objectif ou de vérité générale que tu as dû déconstruire, où tu te dis ah merde, en fait c'est pas du tout ça, je me suis à côté de la plaque? Alors, vérité générale, non, mais c'est que, comme tu le sais, je devais partir à Bali pendant... j'avais un gros voyage d'1 an et demi prévu, qui s'est réduit à 1 an puis 6 mois parce que j'ai rencontré ma copine. Enfin, j'ai re-rencontré ma copine, parce qu'on se connaissait déjà. Et donc, j'avais quand même un voyage de 6 mois de prévu à Bali, pour surfer, pour monter ma boîte, enfin ce que tout le monde fait en ce moment. Et finalement, j'ai dû me faire opérer d'une hernie inguinale. Donc c'est rien, c'est juste chiant parce que tu peux vivre avec, mais si ça pète à Bali, t'as 6 heures pour te faire opérer, sinon t'as plus d'intestin. Ouais, pas top. Je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour se faire opérer. Donc ouais, c'est ça ma plus grosse désillusion, c'est parce que j'avais prévu de partir, finalement je pars pas. Mais je me dis, je crois au destin, et je me dis que vraiment, en fait, c'est tant mieux, parce que j'ai quand même fait mon voyage dans ma tête. Parce qu'en gros, j'avais mon appartement, mes meubles, etc., que j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu tous mes meubles, j'habitais chez une pote pendant 7-8 mois, qui m'a hébergé gentiment, pour pouvoir mettre des sous de côté, etc. Donc, intérieurement, j'avais fait ce voyage-là. Finalement, ça s'est pas fait, mais ouais, c'est quand même la plus grosse des illusions. Et aujourd'hui, maintenant, je me construis ma boîte, je suis trop bien avec ma copine. Ouais. Voilà. Ok, donc on n'a rien sans rien. Donc tu as eu tous les inconvénients du voyage sans les avantages, quoi. C'est un peu ce que... Cool, belle leçon de vie en tout cas. Ouais, non mais c'est top, hein. J'ai réussi à rebondir, c'est déjà bien. Ouais, et puis maintenant tu retrouves un semblant de stabilité, donc c'est pour le mieux. Ouais, clairement. Thibaut, est-ce que tu as une question pour le prochain invité? Oui, alors attends, je l'ai noté. Ok. Alors j'espère que ça n'a pas été posé, mais c'est quand tu regarderas ta vie plus tard, quel moment tu aimerais garder comme ton plus beau souvenir? Tu dirais quoi, toi? Alors, est-ce que la question c'est tu aimerais garder dans le sens où t'espères que ça arrive et t'espères que ce soit à la hauteur de tes attentes, ou alors c'est déjà l'existant? Ça peut être les deux, justement. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, je dirais... ton hernie, quand t'as appris que tu pouvais pas aller à Bali et que t'as vendu tous tes meubles. C'est mon plus beau souvenir. Tu m'étonnes, c'est bien celui-là. Non, moi j'ai déjà un très beau souvenir qui était d'avoir dansé une fois une soirée avec ma maman. Et c'est mon plus beau souvenir. Et c'était sur une musique de Louise Attaque. Et aujourd'hui, c'est qui est ma musique préférée. Mais ouais, je pense que ça restera mon plus beau souvenir de toute ma vie. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Thibaut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De la réussite. La réussite. De la santé. Que j'aille mieux et de plus être dans ma tête. Ah. Ouais. Est-ce que c'est d'accepter ses biais ou c'est de s'émanciper de ses biais? S'émanciper, ouais. Émanciper complètement? Ouais. Ok. J'aimerais bien. Et donc on peut te retrouver... Alors, on a le compte perso sur Instagram, on a le compte TikTok pour parler de développement personnel, on a le compte du studio Mood sur Instagram et le LinkedIn. Ouais. Si vous voulez regarder un petit peu les créations de Thibaut, vous pouvez aller soit sur Instagram sur Studio Mood, soit sur Behance. Ouais. Et si vous voulez l'engager, les gars, allez sur Malte ou alors contactez-le directement. J'oublie quelque chose? Non, il y a tout. Il y a tout. Bientôt peut-être un site internet. Ah, ce serait bien. Ok.
Mais sinon, il y a tout, ouais. Tu trouves ça encore pertinent aujourd'hui sur Internet? C'est pour faire le portfolio que je veux. Une grosse vitrine, ouais. Ouais. Ok. En gros, si on aura les mêmes projets, mais c'est juste que même la DA du site sera la mienne et sera pas cadrée par Behance ou un truc comme ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi, c'était trop chouette. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu vas faire quoi quand tu seras plus grand ?